Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'actualité autour des compatriotes d'outre-mer qui en ont clairement marre du néocolonialisme français. Et pour ça, on va commencer par parler de l'affaire du prénom de Moussa Darmanin. Rappelez-vous, pendant son discours, il disait qu'il n'aurait jamais pu devenir ministre de l'Intérieur s'il avait eu comme premier prénom Moussa. Une phrase qui a rendu fou tous les identitaires d'extrême droite et qui a montré le racisme répandu dans les médias et la politique. Ça veut dire que dans la vie en France, quand on a un nom, un prénom, on peut être handicapé par son patronyme. Ben non, c'est seulement ça. Il dit que s'il s'était appelé Moussa, il n'aurait pas été ministre de l'Intérieur. Pas élu. Que pour souligner le fait que quand on a certaines origines, on peut être freiné dans sa carrière. Oui, apparemment pas. c'est ce qui. Mais Voilà. après, mais pourquoi Non, c'est pas du racisme. Ça veut dire que dans la société française, vous avez des tas de rapports qui ont été faits sur le fait. Donc vous êtes d'accord avec Éric Zemmour alors? Il vaut mieux donner un prénom. Non, vous êtes complètement d'accord avec Éric Zemmour Oui, en fait. même si je pense que les prénoms, ça appartient à la vie familiale et intime. Alors oui, mais il faut que vous choisissiez. Attendez, il faut quand même que vous choisissiez votre camp, si j'ose dire. Parce que si vous trouvez que le prénom effectivement est un handicap, alors il faut changer de prénom. Oui, Donc vous êtes d'accord avec Éric Zemmour? Bon, autrement dit, si vos parents vous ont donné un prénom à consonance étrangère et que cela vous vaut d'être discriminé au quotidien, que ce soit pour le logement, pour l'embauche, etc., c'est pas de la faute des racistes, mais celle de vos parents. Et c'est pas fini, hein. Et d'un autre côté, il explique que sa famille, son grand-père qui s'est battu pour la France, son grand-père était harki. Ça me paraît plus important que de s'attarder sur les prénoms en finissant par donner raison à Éric Zemmour en permanence. Parce que les prénoms ne veulent rien dire. Éric Zemmour dit n'importe quoi. Mais en même temps, on colle les prénoms au milieu du débat en permanence. C'est Kevin et Matteo pendant les émeutes. C'est les prénoms qu'on ne veut pas donner ici. C'est son deuxième prénom qu'on met en faveur de son premier. Donc finalement, évidemment que le prénom a un sens apparemment. Remarquez bien qu'à aucun moment, ils traitent le fond du problème. Parce que la discrimination des Noirs et des Arabes, c'est leur fond de commerce. Et concernant les prénoms, entre Zemmour et Pascal Praud, sont plutôt eux qui en parlent tout le temps. Les prénoms les plus donnés: Nour, Inaya, Aïcha, Mariam, Alia, Lina, Aya, Amina, Fatima, Fatoumata. Ça, c'est pour les filles. Et pour les garçons, Mohamed, Ibrahim, Adam, Imran, Isaac, Ismaël, Issa, Gabriel, Moussa et Ryan. Ça, c'est en Seine-Saint-Denis. Mais par exemple, en Aveyron, c'est Jade, Louise, Mia, Agathe, Alba, Ambre, Zoé, Julia, Adèle, Romy et Arthur. Bon. C'est quand même. Et quoi? De découvrir, c'est. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça enclenche quel débat derrière? Mais ça enclenche. Mais je ne sais pas, je vous pose la question. Moi, je n'avais pas vu. Je n'y vois pas un problème. Mais moi non plus. Pourquoi vous me dites que c'est. Mais pourquoi vous. C'est vous qui réagissez. Voilà, donc l'identitaire d'extrême droite de base comme Pascal Praud va systématiquement recourir à l'inversion accusatoire sans aucune limite, quitte à tomber dans l'absurdité la plus totale. S'il y avait un racisme dans ce pays envers les populations que vous imaginez, nous devrions assister à un départ massif des étrangers vers leur pays d'origine, ne supportant plus le racisme des Français. Or, c'est évidemment l'inverse qui se produit. C'est une arrivée massive des étrangers qui seront accueillis en France comme les Français eux-mêmes ne le sont plus. À ceci près, je termine, que oui, il y a du racisme dans ce pays. Bien sûr qu'il y a du racisme qui se développe chaque jour un peu plus et même beaucoup plus. C'est le racisme anti-français, anti-blanc et anti-chrétien, avec un antisémitisme porté par vos alliés. Dire qu'il n'y a que du racisme anti-blanc en France, vraiment ça m'étonne pas venant d'un clown comme Stéphane Ravier. C'est vrai qu'accéder à un logement ou à un emploi, à situation égale, c'est plus facile pour un noir ou un arabe que pour un blanc. Les agences immobilières acceptent-elles de discriminer certains de leurs clients à cause de leurs origines? Eh bien oui, même si c'est parfaitement illégal. Pour le prouver, SOS Racisme et Loopsider ont mené plusieurs testings inversés. Le protocole est simple, on se fait passer pour un propriétaire fictif, on contacte une agence immobilière et on leur demande de mettre en location notre appartement. Et on exige des critères racistes pour privilégier les blancs et refuser par exemple les noirs et les arabes. Imaginons que je tombe quelqu'un qui vient, je ne sais pas d'où, je ne sais pas de quel pays, du Maghreb, je ne sais pas, qui a un dossier financier qui est excellent, qui a répondu de manière très claire à toutes mes questions. Je ne pourrais pas lui dire non pour la visite. Donc il fera la visite. D'accord. Néanmoins, à la fin du système, je ne sélectionnerai pas son dossier. Après, je peux comprendre l'hypocrisie des identitaires, parce que quelque part, ça serait avouer que les Arabes et les Noirs de ce pays arrivent à s'en sortir malgré les obstacles que le système met sur leur route. Et c'est pas de la victimisation, c'est juste un constat. Par exemple, comment
une femme comme Anne Jeantet peut être ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui. Comment vous envisagez de la déployer pour notamment nos jeunes Français qui sont très nombreux à l'étranger, alors même qu'on vient de recevoir consigne de la supprimer à l'étranger? Je vous en supplie, Monsieur le Ministre, conservez cette journée défense et de citoyenneté à l'étranger. C'est un enjeu de cohésion nationale, cohésion pour laquelle peut-être nos armées peuvent les inspirer. Le chercheur Olivier Schmitt disait qu'il s'agissait de mettre en œuvre la souffrance, la discipline et les rites. Comment ça peut nous inspirer et inspirer notre jeunesse? Merci. Bon, certains vont peut-être déplorer son apologie de la souffrance et de la discipline, mais rien de grave. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vers quel type de jeunesse, à votre avis, elle voudra que s'applique cette souffrance et cette discipline. Eh bien voilà un élément de réponse. On a une nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Elle s'appelle Anne Jeantet et vous allez voir, elle n'est pas là par hasard. Alors tout le monde le dit, elle n'y connaît rien. Mais son truc à elle, c'est la formation. Longtemps expatriée à Singapour, elle y avait créé un site, Help Agency, où elle donnait des conseils pour bien recruter sa helper. Les helpers, ce sont des employés de maison, en général des jeunes philippines ou indonésiennes. Les conseils d'Anne, c'est par exemple d'éviter de recruter une employée qui a déjà travaillé pour d'autres expatriés. Parce qu'elle a, je cite, pris de l'assurance et qu'elle peut refuser de se soumettre à vos consignes. À l'appui de la photo du placard avec matelas où elle logeait sa propre employée, elle explique qu'il faut éviter émotion et compassion et ne pas s'énerver, car sinon, elle ne vous respecterait plus. Voilà le colon dans toute sa splendeur. On a ça comme ministre de l'Éducation nationale. Maintenant, vous verrez cette phrase-là sur la souffrance et la discipline sous un autre angle. Et je vous le dis, ce nouveau gouvernement risque d'être d'une violence inouïe, parce qu'on a aussi Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur. Rappelez-vous, c'est celui qui avait déclaré ça sur les anciennes colonies. Mais quand je me rends en Afrique, souvent, on me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante, voyez. Ils attendent une France qui soit forte. Et dans la culture africaine, et qui assume le temps de la colonisation. Mais qui assume, parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Et donc, je pense que à l'origine, ce qu'Emmanuel Macron n'a pas compris, c'est que en réalité, se promener dans ces pays en faisant repentance, perpétuellement repentance, finalement on attise la haine de soi, attise le mépris des autres. Vraiment le colon nostalgique du temps béni des colonies. Et c'est pas pour rien que Christophe Metzdorf, le chef des Caldoches en Kanaki, est venu le voir et a déclaré que le ministre s'était montré déterminé à poursuivre le rétablissement de l'ordre sur le territoire. L'ordre dont il parle, c'est la répression des Kanaks, rien d'autre. La police a tué, alors d'ailleurs j'ai même plus le chiffre, combien 8, 10 jeunes Kanaks, hein, vous avez peut-être le chiffre. Assassinat, c'est prémédité. Voilà. Donc, meurtre. Oui, mais en tout cas la police a tué. C'est dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Avec cette fameuse loi. Exactement les mots de Raphaël Arnaud, assassinat de Kanak. Non mais le plus important, c'est ce qui se passe quand même en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous parliez quand même d'assassinat de Kanak qui a collé au fait d'envoyer des policiers en Nouvelle-Calédonie pour assurer juste le maintien de l'ordre. Mais la question, c'est qu'est-ce que fait l'armée française là-bas? Qu'est-ce que fait la France même là-bas? Il faut que ce soit la population de Nouvelle-Calédonie, voilà, qui décide de son sort. À partir du moment où, au contraire, on a une puissance coloniale qui agit, effectivement, mais comme, vraiment, c'est exactement comme se conduisait la France en Algérie. Ils ont emprisonné des militants et des dirigeants Kanaks. Il y a eu 3 référendums. Oui, mais vous savez très bien que le gouvernement, depuis le début, il a eu une politique de faire venir une population blanche pour qu'elle prenne le pouvoir, voilà, et pour qu'elle impose les intérêts des trusts du nickel. Une population blanche qui vit depuis presque une centaine d'années en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi des populations qui viennent d'Asie, et il n'y a pas une volonté du gouvernement d'amener des blancs en Nouvelle-Calédonie. Ça a été une volonté, et y compris vous retrouverez certaines déclarations des dirigeants français, de blanchir la Nouvelle-Calédonie. Je reprends les termes de ces dirigeants, voilà, au 19e siècle, d'accord. Les médias, ils sont tellement corrompus. Vous avez remarqué la manière avec laquelle ils veulent systématiquement qu'elle change ses propos. Parce qu'il faut cacher le fait qu'il y a eu et qu'il y a toujours une volonté d'effacer le peuple kanak. Et c'est pas seulement en Nouvelle-Calédonie qu'il y a des problèmes, c'est aussi en Guyane. Alors écoutez, de toutes les manières, lorsque M. Buffet dit qu'il connaît nos territoires, j'ai envie de dire oui, puisque c'est lui et sa famille politique au Sénat qui ont voté le texte en premier, qui a mis le feu aux poudres en Nouvelle-Calédonie Kanaki, qui donne maintenant qu'il y a des dizaines de morts sur cette île-là. C'est bien ces mêmes personnes-là qui disent nous connaître, alors que depuis des décennies, on répète toujours la même histoire. Donc je n'attends rien de particulier de ces personnes-là, dans la mesure où ils vont encore venir nous raconter les mêmes histoires, sauf que nous ne sommes plus des enfants. Et vu les personnes telles que M. Retailleau, qui ont été nommés au gouvernement, qui a fait l'apologie
du colonialisme et de ses bienfaits pour nos territoires. C'est un scandale son nom. Donc ça veut bien dire que le gouvernement en place, c'est une déclaration de guerre à nos territoires et plus singulièrement la Guyane, mais on ne restera pas les bras croisés à les laisser faire, à continuer à nous martyriser de la sorte. Et c'est pas seulement en Kanaki et en Guyane qu'il y a des problèmes, c'est aussi en Martinique. J'en parle régulièrement, mais il y a des mouvements d'ampleur sur l'île depuis des mois. Ça fait quoi qu'on était dans un département? On n'est pas dans un département, on est dans une colonie administrée par des maîtres béquets. Tous ici demandent un alignement des prix martiniquais avec ceux de l'Hexagone. Devant la préfecture, celui qui est devenu la figure du mouvement contre la vie chère, c'est lui. On est chez nous ici! Rodrigue Petitot, On est chez nous ici! surnommé le R. C'est inévitable que ça explose. En fait, ça n'a plus de sens. Quand on regarde par exemple les prix qui sont appliqués dans les territoires d'outre-mer et qui sont justifiés par aucune logique à part celle d'enrichir les béquets par exemple, c'est obligé que ça explose. C'est bien la marque Carrefour. 20,95 € pour 6 bouteilles de yaourt à boire. De la marque Carrefour. J'ai vérifié le code barre. C'est vraiment la même chose. 20 €, 6 bouteilles de yaourt à boire. Voilà, raison de plus pour boycotter Carrefour si vous le pouvez. Et le pire, c'est que régulièrement, lorsque ces populations se rebellent, on peut le voir avec la Nouvelle-Calédonie, etc., on leur demande de parler doucement, vous voyez, de ne pas faire preuve d'une certaine violence, de ne pas faire preuve de véhémence. Ils vivent l'enfer, mais ils doivent se plaindre dans le cadre défini par leur bourreau. Le mythe du noir agressif, ça a toujours été pour le disqualifier de penser. C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement. Puisque, en tout cas, en Occident, la colère, c'est l'ennemi de la réflexion. Ça, c'est un truc paternaliste, c'est façon de dire que tu es primitif, tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça, c'est une façon de te disqualifier, c'est une façon de disqualifier le discours. Et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment que ce soit pas inconfortable. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute puissance, dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à l'oppressé, c'est de lui raconter son oppression et sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre, c'est-à-dire avec la douceur, l'amour et la gentillesse. J'ai pensé à ça quand j'ai vu le calme du président haïtien qui racontait un scandale historique impliquant la France et qui est connu de trop peu de personnes. Je me tiens aujourd'hui devant cette assemblée en tant que voix de la République d'Haïti. La première nation noire indépendante du monde est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Vraiment trop peu de personnes savent qu'au sortir de l'indépendance d'Haïti, arrachée dans le sang, la France, se sentant lésée d'avoir perdu ses esclaves et ses ressources, etc., a imposé à Haïti le paiement de 90 millions de francs or. Haïti a dû payer cette somme de 1825 jusqu'autour de 1950, sans compter les intérêts colossaux dus aux emprunts que les Haïtiens ont dû contracter pour payer cette dette, entre guillemets. Des emprunts qui ont été contractés auprès de banques américaines et françaises. Donc je te réduis en esclavage, je te fais payer ta liberté au prix fort et en plus, tu vas me payer des intérêts parce que, à peine émancipé, tu dois emprunter pour pouvoir payer. C'est pas génial ça? Et en plus, de nos jours, ils se permettent de se poser en victime comme les béquets en Martinique. Mais quel culot! Notre groupe est né à la Martinique. Mon père a ouvert sa première entreprise en 1960. Il avait 3 collaborateurs. 10 ans plus tard, parce qu'il a bien travaillé, ils étaient 50. Il a commencé avec une petite usine, un petit élevage de poulets de chair. C'est difficile sur les petits marchés, même s'il faut y travailler. Nous savons d'où nous venons. Nous savons la petite entreprise que nous étions. Nous savons que l'entreprise est fragile. Je vous présente donc un membre de la famille Ayotte, une des familles béquets les plus célèbres aux Antilles, les béquets étant les descendants de colons et d'esclavagistes. Voyons voir ce que disait le patriarche de cette même famille dans les années 60. Vous êtes un béquet. Qu'est-ce qu'un béquet? Qu'est-ce qu'il y a de mieux?
Les Békés sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. Depuis combien de générations êtes-vous ici? Nous sommes ici depuis 300 et quelques années. Ça fait pas mal de générations, je n'ai pas le chiffre en tête exactement. Combien il y a de Békés dans le pays? Je n'ai pas le chiffre exact, de 2500 à 3, entre 2500 et 3000 je crois. Et ils sont tous parents les uns avec les autres? Et ils sont tous parents ou alliés, parce que le pays étant tout petit, et comme nous nous marions qu'entre nous, ils sont tous parents. Et... C'est facile à mener des ouvriers noirs? Oui, le noir c'est comme un enfant, il faut être juste, on en obtient ce qu'on veut. Mais les Békés vivent à part, entre eux. Les Békés ne vivent pas à part. Les Békés vivent, ils ont, je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont de très bons amis, gens de couleur. Mais ils vivent entre eux, si vous voulez, pour protéger leurs filles, pour ne pas les mettre trop en relation avec les gens de couleur. Même de nos jours, hein, avec le recul, c'est terrible d'entendre ça, vraiment. Mais voilà l'époque dont certains sont nostalgiques. Ma foi, quand t'es du bon côté du bâton, c'est plus facile d'y voir des avantages. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec une vidéo sur le 2 poids 2 mesures, selon si tu te trouves ou non du bon côté de la barrière. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!